La reine Elisabeth porte toujours des gants. Regarde, ici, ici et même ici. Et il y a 2 raisons à cela. Premièrement, la reine serre la main de nombreuses personnes chaque jour. En portant des gants, elle est moins exposée aux germes. Elle a donc moins de chances de tomber malade, ce qui n'est pas négligeable quand on sait qu'elle a plus de 90 ans. Deuxièmement, ces gants complètent sa tenue. Ils font déjà partie de son style distinctif. Ces gants sont également très particuliers. Une entreprise est chargée des gants de la reine depuis 1947. Et ce sont les seuls à fabriquer des gants pour la reine. D'autres clients célèbres de cette entreprise sont par exemple Taylor Swift, Lady Gaga, Rihanna, Madonna et d'autres célébrités. Comme moi, ça me va bien, non ? Je plaisante. Pour l'instant, la directrice de la création de l'entreprise est la fille du fondateur. En moyenne, la reine passe une commande de 3 douzaines de paires de gants par an. Chaque paire coûte $140. La reine en prend soin. Et on ne les jette jamais s'ils sont légèrement abîmés. Elle utilise certains de ces gants depuis plus de 40 ans. Habituellement, la reine porte des gants en coton brossé. Et les gants plus légers sont en jersey de coton suisse. Elle n'utilise jamais de matériaux synthétiques ou de cuir. La longueur des gants est également très particulière. Ils remontent sur 12 cm à partir de la base du pouce. Cela rend ces gants assez longs, mais c'est fait exprès. De cette façon, les gants passent sous la manche et les poignets de la reine ne sont pas du tout visibles. D'autres personnes de la famille royale comme Kate Middleton, la princesse Anne et la princesse Margaret portent aussi des gants de la même marque. Et chacune d'entre elles a ses propres préférences. La plus célèbre des souveraines qui, elle, n'avait pas l'habitude de porter des gants en public était la princesse Diana. Elle aimait avoir un contact direct avec les personnes à qui elle serrait la main. Mais il y a des occasions où même la reine doit retirer ses gants. Cet accessoire n'est pas autorisé à la table du dîner. Il y a une façon correcte d'enlever ses gants. Si tu veux le faire comme une vraie reine, retire le gant doigt par doigt. Puis, enlève-le complètement. Ensuite, pose le gant sur tes genoux, sous la serviette. Une autre chose qui peut te venir à l'esprit quand on parle du style de la reine Elisabeth II, c'est la couleur de ses tenues. Du bleu, bien sûr. Rose, bien sûr. Vert, facile. Orange, pourquoi pas. Pourpre, le voilà. Cite n'importe quelle couleur, la reine l'a déjà porté. La première raison est qu'il s'agit de la signature de la monarque. Autre raison, ces couleurs vives aident la reine à se distinguer dans la foule. Ainsi, même les personnes qui sont assez éloignées au moment où elle passe peuvent la repérer. Ils pourront alors annoncer fièrement « J'ai vu la reine !» Lorsqu'elle ne porte pas ces tenues emblématiques, la reine est plus difficile à reconnaître. Il y a quelques histoires amusantes à ce sujet. Une fois, la reine était en vacances. Dans son manoir en Écosse, elle se promenait dans les environs en portant ses vêtements habituels lorsqu'elle a rencontré un couple de touristes américains. Ils lui ont demandé si elle vivait dans le quartier. Elle a répondu par oui. Puis ils ont demandé « Avez-vous déjà vu la reine ?» La reine a répondu « Non ». Puis elle a désigné son garde du corps et a ajouté « Mais lui, oui ». Voilà, maintenant tu comprends pourquoi elle a besoin de ces tenues. Sans elle, elle se promènerait presque incognito. Lorsque la reine ne porte pas la couronne, elle porte un chapeau, comme les autres femmes de la famille royale. Parfois, ces chapeaux peuvent être un peu extravagants. Le protocole royal s'inspire d'une règle d'étiquette datant des années 1950. Il était inconvenant pour les dames de la famille royale et de la classe supérieure de montrer leurs cheveux en public. Et comme la famille royale reste fidèle à ces traditions, les membres féminins de la famille doivent porter un chapeau lors de tous les événements officiels. Les chapeaux font également partie du code vestimentaire pour les mariages. Pour les événements plus modestes, les dames de la famille royale peuvent laisser leur chapeau à la maison et laisser leurs cheveux détachés. En outre, une vieille règle d'étiquette stipule qu'il est interdit de porter un chapeau à l'intérieur après 18 heures. À cette heure, les dames enfilent généralement leur robe de soirée. Les femmes célibataires ne portent rien sur la tête et les femmes mariées portent des diadèmes. Mais revenons aux chapeaux. Certains d'entre eux peuvent être assez particuliers. Par exemple, ceux-ci sont très différents des chapeaux que l'on peut voir dans la rue. Ils s'appellent des fascinators. Leur but est uniquement décoratif. Ils sont utilisés pour compléter le look. Les fascinators sont un moyen pour les femmes de s'exprimer. Il y a généralement une compétition tacite pour le meilleur fascinator. Les membres de la famille royale utilisent beaucoup leur style et leur tenue pour s'exprimer. Dans la plupart des cas, leurs vêtements sont soigneusement choisis pour rendre hommage à quelque chose. Meghan Markle s'est mariée dans une robe qui a été faite spécialement pour elle et plusieurs choses ont été ajoutées pour la personnaliser. Des fleurs ont été brodées sur le voile. Comme Meghan est américaine, il représentait les fleurs des 53 pays du Commonwealth. Et lorsque la princesse Béatrice, petite fille de la reine, s'est mariée, elle portait la robe que la monarque avait portée lors de son propre mariage.
La famille royale n'est globalement pas adepte du gaspillage d'argent et des tenues jetables. Certains vêtements restent donc dans la famille pendant des décennies. Par exemple, le prince Louis a été aperçu portant le costume du prince Harry il y a quelques années. Il y a aussi une couverture qui est dans la famille depuis des générations. La reine porte toujours un sac à main. Si l'on y réfléchit, ce n'est pas nécessaire. Après tout, elle a plusieurs gardes qui l'accompagnent à tout moment. Ils peuvent porter tout ce dont elle a besoin. En général, la reine a dans son sac quelques objets personnels, comme du rouge à lèvres et un miroir. Mais il a aussi un autre but plus particulier, envoyer des messages à son personnel. La reine porte normalement le sac dans sa main gauche, mais si elle le met dans la main droite, elle signale à ses gardes qu'elle veut mettre fin à la conversation qu'elle est en train d'avoir. Les gardes doivent alors intervenir et la libérer en présentant une excuse acceptable. Par exemple, ils peuvent dire que quelqu'un doit la rejoindre immédiatement. Pendant le repas, la reine accroche son sac à main au crochet situé sous la table, mais si elle pose son sac à main sur la table, cela signifie qu'elle veut terminer le dîner dans les 5 minutes. Si elle pose son sac sur le sol, elle laisse entendre qu'elle n'apprécie pas la conversation et qu'elle a besoin que quelqu'un intervienne. Apparemment, renverser son verre d'eau sur la personne qui parle n'est pas dans ses habitudes. Plusieurs autres membres de la famille royale utilisent également l'astuce du sac. Par exemple, la princesse Diana utilisait sa pochette pour cacher son décolleté à la vue des photographes lorsqu'elle sortait d'une voiture. Kate Middleton tient généralement sa pochette à 2 mains devant elle lorsqu'elle ne veut pas serrer 2 mains. Les femmes de la famille royale portent souvent des robes. Les hommes de la famille royale ne le font pas souvent. Mais le vent peut provoquer de nombreux moments inconfortables. Les dames de la royauté ont une astuce pour ce genre de situation. Des poids de rideaux sont cousus dans le tissu. Cela empêche les jupes de s'envoler. La reine suit un code vestimentaire royal strict, tout comme le reste de la famille. De nombreuses choses comme le vernis à ongles brillants ou les cheveux teints, ce qui est normal et typique pour les jeunes du monde entier, sont interdites. La famille royale s'efforce de conserver une image sophistiquée. Voici quelques-unes des principales règles de la mode. Les membres de la famille royale ne peuvent porter que du vernis à ongles, d'apparence naturelle. Le vernis à ongles de la reine Elisabeth est un flacon de 11 €, acheté dans un magasin classique. Les dames de la famille royale ne sont pas autorisées à utiliser du rouge à lèvres brillant ou à porter un maquillage trop intense pour les yeux. Les femmes de la famille royale et les invités doivent porter des collants pour assister aux événements officiels. Kate Middleton porte des collants antidérapants pour éviter que ses chaussures glissent de ses pieds. Quant à Meghan Markle, elle porte des chaussures à talons hauts, d'une taille supérieure à sa pointure réelle, pour éviter toute gêne. Ainsi, elle peut marcher pendant des heures sans ressentir de douleur. Les jupes courtes sont à proscrire. La meilleure option est de porter des robes et des jupes jusqu'aux genoux. Les membres de la famille royale ont enfreint ces règles à plusieurs reprises, mais en général, ils s'y tiennent. Les membres de la famille royale sont censés avoir l'air naturel. Tu ne verras donc jamais une princesse porter une couleur de cheveux peu courante ou se raser sur le côté. De plus, elles doivent toujours avoir l'air soignées. Kate Middleton a un petit truc dans sa manche pour cela. Pour s'assurer que son chignon ne soit pas désordonné, elle utilise des filets à cheveux. Le filet est assorti à la couleur naturelle de ses cheveux. C'est pourquoi il est presque invisible, mais en même temps il maintient son chignon en place pendant des heures. Meghan Markle a une astuce spéciale pour se débarrasser des cheveux rebelles et paraître toujours soignée en public. Elle vaporise de la laque sur une brosse à dents, puis brosse ses cheveux vers le bas pour les aplatir. Ouais, moi aussi j'utilise cette astuce, et ça marche à tous les coups. L'amour de la reine Elisabeth pour les corgis est célèbre dans le monde entier. Il n'est pas étonnant que tous ces chiens aient eu droit à des repas spéciaux faits maison par le chef cuisinier. L'ancien chef du palais de Buckingham, Darren McGrady, a déclaré dans une interview que les corgis royaux ne mangeaient que des aliments frais et qu'ils avaient leur propre repas fait maison, qui comprenait du lapin, du foie, du chou et du riz. La reine avait 8 chiens et chaque corgi recevait sa nourriture dans un bol en porcelaine exotique. Un bol pour chaque chien que personne n'est à partager. Les majordomes arrangeaient et servaient les repas des chiens par ordre d'ancienneté, du plus âgé au plus jeune. Une fois le repas terminé, 2 maîtres d'hôtel ramassaient les bols vides. Sa Majesté a cessé d'élever des corgis en 2015. Toutefois, la reine en possède toujours 2, selon les médias. En plus d'avoir accès à une cuisine haut de gamme, ces animaux royaux ont leur propre majordome qui répond à tous leurs besoins. Les chiens ne sont pas les seuls animaux de compagnie traités comme des rois au palais de Buckingham. Les chevaux ne sont pas en reste. Parfois, Sa Majesté les nourrit elle-même, et bien sûr, toutes les carottes ne conviennent pas à cet usage. Elles doivent être parfaitement préparées, de la taille d'un doigt et bien épluchées.
Le personnel royal doit aussi suivre de nombreuses règles précises lorsqu'il s'agit de faire du thé. La recette parfaite comprend 1 cuillère à café de feuilles pour 1 tasse à thé. La température de l'eau doit être de 70 degrés Celsius pour le thé vert et de 100 degrés Celsius pour le thé Earl Grey ou le thé du petit déjeuner. Le lait est toujours ajouté en dernier. Les employés qui servent le thé doivent utiliser un thermomètre pour vérifier la température de l'eau. Le thé vert doit être infusé pendant 3 minutes, tandis que le thé noir nécessite 5 minutes. Le thé royal ne peut être sucré qu'avec du miel. Le personnel royal compte environ 1000 employés qui travaillent pour la reine dans ses palais. Le palais de Buckingham compte 188 chambres modestes pour le personnel, où les employés dorment après de longues heures de travail. Se faire embaucher n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît, selon de nombreux rapports de médias. Mais étonnamment, le salaire n'est généralement pas très élevé. Ils doivent vivre dans des conditions relativement modestes et sont obligés d'être séparés de leur famille pendant longtemps. Parmi les avantages de travailler au palais, il y a le téléphone de fonction, la location de voitures et de vélos et les déjeuners gratuits. Pour ceux qui vivent régulièrement dans le palais, tous les repas sont compris. Lorsque la reine a besoin de nouveaux employés pour l'un de ses palais, le site officiel de la famille royale publie une offre d'emploi. Ceux qui veulent être embauchés comme majordomes royaux peuvent d'abord s'inscrire au cours de majordome du palais de Blenheim dans l'Oxfordshire. Cet organisme propose des cours d'étiquette rémunérés dont la durée varie, notamment une formation de 4 semaines d'une valeur de 7000 livres sterling. Cela ne garantit pas que tu obtiendras le poste, mais améliore grandement tes chances. Ces dernières années, l'un des emplois proposés était celui de polisseur des vases historiques et des tableaux irremplaçables de la reine, au palais de Holyrood House à Édimbourg. Cette tâche demandait aux candidats de travailler 20 heures par semaine pour un salaire d'environ 9 500 € par an. Aucune expérience préalable n'était nécessaire. La qualité la plus importante pour un membre du personnel royal est de savoir garder les secrets. En fournissant des services à la maison royale, les membres du personnel peuvent être témoins d'informations délicates qui peuvent être très précieuses pour les médias. Certains anciens employés ont même écrit des livres sur leur travail au palais. Par conséquent, de nos jours, tous les nouveaux employés royaux sont obligés de signer un accord de non-divulgation. Les opérateurs téléphoniques de Buckingham Palace reçoivent plus de 7000 appels par semaine. Leur salaire annuel commence à 23 000 livres, plus les avantages. La reine doit toujours être invitée à dîner de façon élégante. Les personnes qui ont l'honneur de lui parler doivent apprendre des formules de politesse particulières. L'improvisation et le langage informel ne sont pas les bienvenus. Le personnel royal risque d'être renvoyé s'il dit « Votre dîner est sur la table ». Au lieu de cela, ils doivent dire quelque chose comme « Votre Majesté, le dîner est servi ». Le prince Charles avait l'habitude de manger des œufs à la coque après la chasse. Et comme son arrivée était généralement inattendue, le personnel de cuisine a mis au point une tradition bizarre. 30 minutes avant son arrivée supposée, il commençait à faire bouillir des œufs toutes les 3 minutes pour que le prince puisse profiter d'un œuf tout juste cuit immédiatement après la chasse. Chaque employé de cuisine sait que le régime alimentaire de la famille royale comporte une énorme liste de restrictions pour éliminer tout risque d'empoisonnement. Il est interdit de boire de l'eau du robinet en voyage. Ils évitent aussi tous les aliments exotiques ou épicés et les plats à base de viande crue ou insuffisamment cuite, comme le tartare. La reine et sa famille ne mangent jamais avec leurs mains. Ils utilisent toujours un couteau et une fourchette, même lorsqu'ils mangent des fruits. L'ancien chef royal Darren Grady a confessé qu'il n'avait pas préparé de pizza pendant 11 ans. Le menu était toujours très conservateur. La reine ne lui a jamais demandé de cuisiner de fast-food, à l'exception des hamburgers. Mais ces hamburgers devaient être préparés d'une manière particulière, avec de la venaison et sans pain. Sa Majesté prend généralement son thé de l'après-midi entre 15 et 17 heures avec un sandwich sans croûte. Ses garnitures préférées sont le concombre, le saumon fumé Balmoral, le jambon à la moutarde, l'œuf à la mayonnaise ou le thon. Le personnel royal chargé de servir les repas a des plans exclusifs pour organiser divers repas pour les différents membres de la famille. Pour faciliter la vie de la famille royale, ces règles de service n'ont pas été changées depuis des décennies. Les aspirateurs sont interdits au palais de Buckingham le matin. À la place, l'équipe de nettoyage balaie les tapis en silence. Cette règle empêche les employés de ménage de réveiller les membres de la famille royale trop tôt avec des bruits gênants. Seuls les membres de la famille sont autorisés à se promener où ils veulent. Le palais a beaucoup de longs couloirs et des règles tacites interdisent aux membres du personnel de marcher au milieu des tapis.
Ils marchent plutôt sur les côtés des couloirs pour éviter d'apporter de la saleté supplémentaire provenant des chaussures, de laisser des empreintes inutiles et d'user les tapis. La plupart des employés de Buckingham Palace doivent avoir un dos très solide, car ils doivent se tenir debout la plupart de la journée de travail. Surtout les célèbres gardes en bel uniforme rouge et chapeau noir, l'un des symboles de l'Angleterre. Ces jeunes hommes sont obligés de rester immobiles et complètement silencieux pendant la garde. Si un garde se fait remarquer en train de rire ou de parler aux touristes, il recevra une amende d'1/3 de son salaire mensuel. Donc, si tu te rends un jour à Buckingham Palace, aie pitié de ces pauvres types et ne les fais pas rire. Les nourrices royales doivent aussi être prêtes à affronter des difficultés. Elles assument de nombreuses responsabilités, d'une alimentation correcte à une conduite sûre, en passant par la cybersécurité. Pour être qualifiées pour ce travail, les femmes doivent suivre 3 ans de formation intensive. Toutes les nourrices royales reçoivent une éducation à l'ancienne qui encourage les activités de plein air. C'est pourquoi elles doivent être prêtes à passer beaucoup de temps à l'extérieur, même si le temps est pluvieux et froid. Les nounous de Buckingham Palace sont obligés de mettre l'uniforme traditionnel uniquement pour les occasions officielles, comme les mariages et les fêtes d'anniversaire. Cette tenue comprend un uniforme conservateur, un chapeau melon et des gants blancs. Pendant les autres heures de travail, elles peuvent porter des vêtements ordinaires. Étonnamment, le contrôle de sécurité des futurs employés royaux ne prend que 4 à 6 semaines. Et tous les emplois n'exigent pas que les candidats soient citoyens britanniques, mais un permis de travail au Royaume-Uni est toutefois requis. Le protocole officiel exige que les membres de la famille royale soient conduits lorsqu'ils se rendent à un événement public. Mais la reine Elisabeth a déjà été aperçue par les médias dans ces domaines au volant de sa propre voiture. À l'âge de 18 ans, elle a pris des cours de conduite pour le service territorial auxiliaire féminin. Mais, bien sûr, le palais engage des chauffeurs spéciaux pour transporter la reine sur les routes publiques. L'offre d'emploi de chauffeur royal propose un salaire de 23 000 à 24 000 livres par an pour une semaine de travail de 48 heures. Tout comme les autres membres du personnel, les chauffeurs sont invités à vivre dans le palais et tous les repas sont compris. Le candidat retenu doit être capable de travailler sous pression, avoir une grande attention aux détails, obtenir un permis de conduire, avoir d'excellentes manières et de solides compétences en communication. Le travail consiste à conduire et à rencontrer les membres de la famille royale, ainsi que les invités et les fonctionnaires de la maison. En plus de conduire les véhicules royaux, les chauffeurs sont chargés de garder toutes les voitures en parfait état. Les chauffeurs doivent aussi contribuer à la gestion et au fonctionnement du Royal Mews Garage, qui s'occupe de tous les véhicules d'État. La collection de voitures de la reine vaut des millions et comprend un Range Rover, une Bentley et même une Jaguar. L'astronome royal est un membre traditionnel du personnel royal depuis le XVIIe siècle. Dans le passé, les astronomes étaient chargés de dessiner des cartes du ciel pour la navigation, ce qui a conduit à de nombreuses découvertes scientifiques. Mais de nos jours, ce poste est surtout cérémoniel. Aujourd'hui, c'est l'astrophysicien Martin Rees qui occupe ce poste. Il a été embauché en 1995 et est le 15e astronome royal de l'histoire du pays. Aussi fatigué que tu sois, tu ne peux pas aller te coucher au palais de Buckingham si la reine est encore éveillée. Les membres de la famille royale ne peuvent s'assoupir qu'après que la reine se soit elle-même endormie. Tu ne peux pas prendre de selfie avec les membres de la famille royale. Les raisons exactes de cette interdiction sont inconnues. Ils peuvent entamer une petite conversation avec toi. Ils ne signent pas d'autographe afin que personne ne puisse imiter leur signature royale. Certaines superstars suivent leur exemple. De nombreuses personnes vendent des articles portant la signature d'une célébrité à des prix élevés. Lorsque la reine se lève de table après un repas, tout le monde doit se lever. Cette règle s'applique aussi aux membres de la famille royale. Ils se lèvent également lorsque la reine entre dans une pièce ou la quitte. Les membres de la famille royale britannique sont tenus d'avoir une couleur de cheveux naturelle. Ils ne peuvent pas choisir des coupes de cheveux extravagantes qui pourraient changer leur apparence. Leurs ongles doivent être toujours parfaits. La seule couleur de vernis à ongles autorisée est le rose pâle. Le maquillage de leur visage doit être simple. Il est interdit de se maquiller en public. Tous les descendants de la famille royale doivent obtenir l'approbation du ou de la monarque en exercice avant de faire une demande en mariage. On trouve cette règle dans le décret sur les mariages royaux et elle est en vigueur depuis 1772. Les membres de la famille royale n'ont pas le droit de manger des crustacés. Les plats qui en contiennent provoquent souvent des intoxications alimentaires. Actuellement, il n'existe pas de règles strictes pour saluer la reine, mais certains membres de la famille royale choisissent la salutation traditionnelle.
Les hommes penchent légèrement la tête et les femmes font une révérence. Une telle formalité correspond aux règles de bienséance. D'autres personnes peuvent saluer la reine avec une poignée de main ordinaire, mais seulement si elle tend la main d'abord. Les membres de la famille royale ne doivent pas accepter de cadeaux de personnes qu'ils ne connaissent pas personnellement, afin de ne pas se retrouver dans une situation d'obligation envers le donateur. Ils peuvent recevoir des fleurs et de la nourriture en quantité raisonnable, des exemplaires de livres non controversés offerts par leurs auteurs et d'autres articles de faible valeur monétaire. Selon les traditions du mariage royal, les jeunes mariés doivent avoir au moins un brin de myrte sur elles pendant la cérémonie. Le myrte symbolise l'espoir et l'amour, et toutes les jeunes mariées de la famille royale doivent en avoir dans le bouquet qu'elles portent. Les membres de la famille royale doivent eux aussi passer par le contrôle des passeports aux frontières. Bien sûr, ils ne font pas la queue comme les autres passagers, mais ils doivent quand même obtenir le tampon habituel sur leur passeport. Tout le monde le fait, sauf la reine. Elle n'a pas besoin de passeport, car tous les passeports du royaume sont émis au nom de Sa Majesté. Lorsqu'elle traverse une frontière, on demande seulement à la reine son nom complet, son adresse, sa nationalité et son lieu de naissance. La reine n'a pas non plus de permis de conduire. Elle est la seule personne au Royaume-Uni qui peut conduire une voiture sans plaque d'immatriculation. Il est interdit à 2 héritiers de prendre le même avion ou le même train. Cette mesure est nécessaire pour protéger la famille royale. Les voyages en famille sont également interdits. Mais la reine Elisabeth fait parfois des exceptions et les autorise. Lors de divers événements, la reine serre la main de nombreuses personnes. Pour éviter d'attraper une maladie, elle doit toujours porter des gants. Il y a une règle pour tenir correctement une tasse de thé. Le pouce et l'index doivent tenir la partie supérieure de l'anse. Le majeur doit tenir la partie inférieure. L'anse de la tasse doit toujours être orientée à 3 heures. Les dames de la famille royale doivent essayer de poser leurs lèvres toujours au même endroit pour éviter qu'il y ait plusieurs marques de rouge à lèvres sur le bord de la tasse. Les membres de la famille royale britannique doivent maîtriser l'art de la bonne poignée de main. La bonne façon de le faire est de maintenir le contact visuel et de secouer la main 2 fois. Cela permet de limiter le contact et montre que les membres de la famille royale traitent tout le monde avec le même respect. Tous les dîners royaux sont soumis à des centaines de règles et de protocoles. La disposition des invités, celle des couverts, les plats de service appropriés, le respect de l'étiquette pendant le repas et bien d'autres choses encore. Par exemple, selon l'étiquette, la reine parlera à la personne placée à sa droite pendant le premier plat. Lorsque le deuxième plat est servi, la reine dialoguera avec l'invité placé à sa gauche. Les membres de la famille royale doivent connaître et respecter les coutumes, les traditions et les règles de bienséance des pays qu'ils visitent. Ils sont aussi toujours accompagnés d'un traducteur professionnel qui les assiste dans les situations incertaines. Lors de tout événement au palais de Buckingham et ailleurs, les dames doivent retirer leur chapeau après 18 heures et porter des diadèmes. Cette règle ne s'applique qu'aux femmes mariées. Ce n'est pas une règle stricte, mais on conseille aux dames de la famille royale de monter et de descendre les escaliers en gardant le menton droit et parallèle au sol. Lorsqu'elles descendent des escaliers, leurs mains doivent toujours être placées le long de leur corps. L'une des principales règles à respecter lors des voyages royaux est de porter des vêtements appropriés. Il est interdit à la famille royale de voyager dans des tenues trop ordinaires. Baskets, sweats et capuches ou jeans. Ils doivent toujours être parfaits. C'est pourquoi ils portent des costumes et des tailleurs toujours élégants. Les membres de la famille royale doivent également ajouter des éléments de la culture locale à leur tenue. Par exemple, une broche en forme de feuille d'érable lors d'un voyage au Canada. La reine doit porter des tenues aux couleurs vives lors de ses voyages afin qu'on puisse la voir de loin dans une foule. Ils ont des assistants spécialisés pour tout ce qui concerne les vêtements. Ils se rendent dans les pays visités des semaines, voire des mois avant la famille royale. Ils décident des tenues à acheter pour les membres de la famille afin qu'ils puissent être bien intégrés aux couleurs et aux paysages. Ils s'assurent que les motifs et les couleurs des vêtements ne signifient pas quelque chose d'offensant pour les habitants. L'assistant se renseigne à l'avance pour savoir dans quels endroits la reine devra enlever ses chaussures ou se servir d'un mouchoir. Sa garde-robe de voyage est planifiée dans ses moindres détails. Il doit toujours y avoir quelque chose de noir dans les garde-robes lors des voyages royaux. Si l'un des membres décède soudainement, tout le monde doit avoir une tenue appropriée pour marquer son deuil. Quand ils voyagent dans différentes villes et différents pays, les membres de la famille royale ne peuvent pas passer leur temps comme ils le souhaitent. Leur visite consiste le plus souvent en des réunions et des dîners officiels avec des hauts fonctionnaires du gouvernement. Il reste environ 1 heure de plus pour se promener et explorer les attractions locales.
Chaque étape du voyage royal est planifiée minute par minute, du début à la fin d'un déjeuner par exemple, ou au moment où ils montent en voiture, et ainsi de suite. Ils se reposent en général lors de leur déplacement d'un endroit à un autre. Les membres de la famille royale doivent voyager dans toute la Grande-Bretagne et le Commonwealth. Autrefois, c'était ainsi qu'ils se tenaient au courant de la vie des gens ordinaires. Et les gens avaient besoin de savoir à quoi ressemblait leur souverain. Depuis l'apparition de la télévision et d'Internet, les voyages de la famille sont plus symboliques. Leurs visites sont faites pour montrer que le peuple est protégé. Les voyages dans d'autres pays sont souvent associés à une œuvre de charité. Les membres de la famille royale s'expriment dans des conférences traitant de problèmes mondiaux actuels. Ils établissent et entretiennent également les relations diplomatiques. Les personnes qui organisent ces voyages ont aussi d'immenses responsabilités. Par exemple, un assistant choisi se rendra dans tous les pays que Sa Majesté prévoit de visiter environ 6 mois avant le début du voyage de la reine. Dans ces pays, il étudiera le mode de vie local, la culture, le comportement des gens, les problèmes actuels, la situation politique et il identifiera les endroits dangereux. Les membres de la famille royale doivent posséder quelques connaissances de base sur la vie du pays qu'ils visitent. Des assistants talentueux les aident dans cette tâche. Tout un groupe de personnes, parmi lesquelles le responsable de la maison et de la nourriture, arrive à l'avance dans les pays que les membres de la famille royale prévoient de visiter. Ils créent un menu individuel pour chacun des héritiers. Ils s'assurent aussi auprès des cuisiniers étrangers que les plats ne contiendront ni ail ni épices en trop grande quantité afin d'éviter que les convives aient mauvaise haleine. Et à ce sujet, la reine n'aime pas l'ail. Il n'y en a jamais dans les mets des dîners auxquels elle assiste. L'un des anciens cuisiniers royaux a révélé certaines habitudes alimentaires de la reine. Par exemple, elle adore le chocolat, mais aussi les steaks. Si Sa Majesté a préféré garder le secret, c'est par crainte que les cuisiniers ne lui servent plus que ces aliments qu'elle affectionne particulièrement. Les assistants indiquent également au personnel des hôtels où la famille royale est reçue quelle est la boisson préférée de chacun de ses membres. Des médecins spécialement désignés visitent aussi tous les pays à l'avance. Ils vérifient tous les hôpitaux des villes dans lesquelles Sa Majesté et les autres membres de la famille royale se rendront. Le médecin se renseigne sur la qualité du système médical du pays. Il doit savoir où il peut y avoir une pénurie de certains médicaments et les apporter avec lui. Une trousse de premier secours est préparée pour chacun des membres de la famille en toute occasion. La raison pour laquelle les membres de la famille royale n'utilisent pas de nom de famille est simplement qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont des titres officiels à la place. Il n'y a qu'une seule reine Elisabeth II, un seul prince William et une seule et unique princesse Charlotte. Pourtant, lorsque l'on doit remplir un simple formulaire d'enregistrement de mariage ou demander un visa à l'étranger, il y a toujours un champ obligatoire à remplir, le nom de famille. Sans en avoir un, la vie pourrait devenir un peu compliquée pour la famille royale, surtout en dehors du Royaume-Uni. Donc en réalité, les membres de la famille royale ont bien un nom de famille pour de telles occasions. En 1917, le roi George V a adopté le nom du château de Windsor comme nom de la dynastie et nom de famille de la famille royale. Ainsi, tous ses descendants, y compris la reine actuelle, ont un nom de famille, Windsor. La reine et son mari, le prince Philippe, voulaient que leurs propres descendants aient un nom de famille spécifique. Ils ont donc combiné deux des leurs. C'est ainsi que le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward sont devenus les Mountbatten Windsor. Mais il y a un hic, c'est le nom de famille des membres qui n'ont pas de titre officiel. Le prince Charles, par exemple, est le prince de Galles. Ses fils, le prince William et le prince Harry, utilisent donc son titre comme nom de famille. William de Galles et Henri de Galles. Oui, car Harry n'est que le surnom de Henri. Lorsque le prince William s'est marié, la reine a donné un titre au couple, duc et duchesse de Cambridge. Leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, sont connus simplement sous le nom de George de Cambridge, Charlotte de Cambridge et Louis de Cambridge. La famille du prince Harry n'a pas de titre royal, donc son fils et sa fille s'appellent Archie Mountbatten Windsor et Lilibet Mountbatten Windsor. Les membres de la famille royale ont aussi des noms ridiculement longs. Le nom complet de la reine est Elisabeth Alexandra Marie et le nom du prince William est William Arthur Philip Louis. Les prénoms multiples sont en fait une tradition britannique de longue date. Ces prénoms supplémentaires sont donnés pour honorer les membres précédents de la famille. C'est typique pour de nombreux Britanniques, mais la tradition est particulièrement importante pour la famille royale. Les noms des princes et des princesses sont choisis avec précaution. Le nom complet de la fille du prince William, la princesse Charlotte, est Charlotte Elizabeth Diana. Charlotte est une version féminine de Charles, qui est le nom du père du prince William.
Elizabeth est un hommage à la reine elle-même, et Diana a été donnée pour honorer la mère du prince William, la princesse Diana. De plus, la reine n'a même pas de passeport. Les passeports britanniques sont émis au nom de la reine, elle n'a donc évidemment pas besoin d'en avoir un elle-même. Pour voyager à l'étranger, elle doit simplement passer un contrôle d'identité et donner son nom complet et d'autres détails personnels. Tous les autres membres de la famille royale ont bien des passeports. La reine n'a pas non plus de permis de conduire. À l'âge de 18 ans, elle a suivi une formation de conduite et depuis, elle a le droit de conduire sans jamais le confirmer à nouveau. De plus, elle peut conduire sans plaque d'immatriculation. Lorsqu'elle ne porte pas de couronne, la reine porte toujours un chapeau, tout comme les autres femmes de la royauté. Parfois, ces chapeaux peuvent être extravagants, mais ce sont toujours des chapeaux. Cela fait partie du protocole royal, qui s'inspire d'une règle d'étiquette datant des années 1950. Il était inconvenant pour les dames royales et de la classe supérieure de montrer leurs cheveux en public. Comme toujours, la famille royale reste fidèle aux traditions, si bien que les membres féminins de la famille doivent porter des chapeaux lors de tous les événements royaux officiels. Pour les événements plus modestes, les dames royales peuvent laisser leur chapeau à la maison et porter leurs cheveux relâchés. La reine a un style bien particulier. Chaque fois qu'on la voit en public, elle porte des costumes de différentes couleurs. Blanc, rouge, bleu, vert, jaune, violet, etc. Pourquoi cela ? Tout d'abord, la reine a un style particulier et bien à elle. Mais la raison principale est que ces couleurs font en sorte qu'elle se distingue dans la foule, afin que les gens puissent dire « J'ai vu la reine ». La reine porte aussi un sac à main en permanence. À bien y réfléchir, c'est inutile puisqu'elle a plusieurs gardes qui l'accompagnent en permanence. Ils peuvent porter pour elle tout ce qu'elle veut sur Terre. Mais le sac à main a une fonction bien particulière, envoyer des messages codés à son personnel. Habituellement, la reine tient le sac dans sa main gauche, mais si elle le passe à la droite, elle signale à ses gardes qu'elle préfère mettre fin à la conversation en cours. Les gardes interviennent alors et la libèrent en disant par exemple que quelqu'un veut la voir. Si pendant le dîner, la reine pose son sac à main sur la table, cela signifie qu'elle veut mettre fin au dîner dans les 5 minutes. Il y a 2 raisons pour lesquelles la reine porte toujours des gants. La première est d'ordre hygiénique. La reine serre de nombreuses mains chaque jour et le fait de porter des gants l'expose moins aux microbes et la rend moins susceptible de tomber malade. La deuxième est que c'est son style distinctif. Mais il y a des occasions où la reine doit enlever ses gants, comme lorsqu'elle mange par exemple. Les gants ne sont pas autorisés à la table du dîner. Il y a même une façon correcte de les enlever. Il faut d'abord remonter un peu le gant doigt par doigt, puis le retirer, puis le poser sur ses genoux sous la serviette. La reine fête son anniversaire 2 fois par an. Son véritable anniversaire est le 21 avril. Mais elle célèbre aussi son anniversaire officiel chaque année, le 2e samedi de juin. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, il était de coutume d'organiser un énorme défilé le jour de l'anniversaire du monarque britannique, jusqu'en 1908. Le roi Édouard VII, l'arrière-grand-père de la reine Elisabeth, avait son véritable anniversaire en novembre. Au Royaume-Uni, le temps en novembre n'est pas très propice aux célébrations, et il faisait souvent mauvais le jour de l'anniversaire du roi. Malgré tout, il voulait une grande fête, alors il a décidé de déplacer le défilé en juin, lorsque le temps est statistiquement le plus agréable. Depuis, les monarques britanniques ont un véritable anniversaire et un anniversaire officiel en juin avec un grand défilé. Mais que fait réellement la famille royale ? La reine ne gouverne plus le pays, mais elle fait office de chef d'État. Elle est le visage officiel du pays et la personne qui rencontre les autres dirigeants du monde. Même si ce n'est pas elle qui prend les décisions sur le fonctionnement du pays, elle est la personne qui approuve les décisions et signe les documents. La reine est également engagée dans les services publics et caritatifs, et c'est là que le reste de la famille l'aide en assumant certaines des tâches. Chaque fois que la reine ne peut pas être présente, les membres de la famille royale entreprennent certaines tâches officielles en son nom. Ils voyagent à travers le Royaume-Uni et dans le monde entier, visitent des hôpitaux, des associations caritatives et d'autres organisations pour les assurer de leur soutien. C'est en partie pour cette raison que les couples de la famille royale se tiennent si rarement la main en public. La reine Elisabeth marchait généralement un peu en avant de son mari. De même, le prince William et sa femme sont rarement aperçus se tenant la main. En fait, il n'y a pas d'interdiction officielle de montrer des signes d'affection en public. C'est plutôt une question de choix. Chaque fois que les membres de la famille royale sont vus en public, ils travaillent. Ils représentent la reine, et en mettant de côté leurs sentiments personnels, et en agissant de manière un peu distante, ils font preuve de professionnalisme.
Plus l'événement est important, plus les membres sont susceptibles de garder une distance avec leurs partenaires. Si tu te demandes d'où vient l'argent de la famille royale, sache qu'il a en fait plusieurs sources. Tout d'abord, la reine a un salaire. Le gouvernement britannique lui verse une subvention souveraine qui finance toutes les fonctions royales. Elle provient du domaine que la couronne possède, 15 à 25% des revenus du domaine reviennent à la reine. La famille royale possède beaucoup de terres et de propriétés, et c'est de là que vient l'argent. Enfin, une partie de leur argent provient d'investissements privés. Sais-tu quel membre de la famille royale est le plus riche? Non, ce n'est pas la reine, ni lui non plus. Est-ce elle est plus jeune? Non, pas lui. Le membre de la famille royale qui a la plus grande fortune est la princesse Charlotte, avec une valeur nette estimée à 5 milliards de dollars. Son frère, le prince George, qui est censé devenir roi un jour, possède 3 milliards de dollars. Ce n'est pas l'argent qu'ils gagnent réellement, car ils ne travaillent pas encore. Mais ce sont les estimations de la somme qu'ils apporteront à l'économie du Royaume-Uni qui tiennent compte de tous les aspects possibles. Beaucoup de gens viennent au Royaume-Uni en espérant voir les jeunes princes et princesses sur le balcon. La raison pour laquelle la princesse Charlotte a une plus grande fortune que son frère et futur roi est l'influence qu'elle exerce sur la mode que l'on appelle l'effet Charlotte. Tout ce qu'elle porte, toutes les filles britanniques veulent le porter et les vêtements sont en rupture de stock en quelques jours. On prévoit qu'elle affectera l'économie bien plus que ses frères. Tu en as marre de l'endroit où tu vis? Tu en as assez de ne pas avoir une chambre avec vue sur les douves ou un jardin assez grand pour une parade d'éléphants? Il est peut-être temps de changer d'air. Alors, voici quelques options qui pourraient t'intéresser dans ta quête de salubrité. Tout d'abord, as-tu déjà envisagé de louer le palais de Buckingham? Situé en plein cœur de Londres, ce vaste palais est l'un des sites touristiques les plus visités du Royaume-Uni, surtout pour les personnes qui désirent avoir un aperçu du traitement royal. Au début du XVIIIe siècle, le duc de Buckingham a demandé à un architecte du nom de William Wynd de bâtir Buckingham House. Et oui, une maison et non un château. Ce n'était là que les prémices de ce à quoi ressemble le grand palais d'aujourd'hui. En 1761, le roi George III a racheté Buckingham House pour son épouse, la reine Charlotte. Mais c'est leur fils, le roi George IV, qui a amorcé la transformation de Buckingham Palace vers sa démesure actuelle. En fait, il est peut-être même allé un peu trop loin. Le roi George IV avait clairement le goût de la décoration. Il a sollicité John Nash, un architecte néoclassique, pour élever le bâtiment et son parc au rang de monument étincelant d'opulence. Le Parlement avait alors accepté de couvrir 150 000 livres sterling de ses dépenses. Mais en bout de compte, les coûts de rénovation ont fini par s'accumuler pour atteindre près d'un demi-million, soit presque 1 milliard d'euros en monnaie d'aujourd'hui. Avec ses 775 pièces, le palais a beaucoup à offrir, y compris des caractéristiques uniques que tu ne trouverais sûrement pas dans le parc immobilier habituel. Par exemple, une rivière qui coule en dessous. À l'époque, la rivière Tyburn était constamment remplie de saumon, le rêve de tout pêcheur. Aujourd'hui, elle passe dans un canal souterrain et s'écoule sous Buckingham Palace en traversant Londres. Certaines organisations de passionnés de pêche se sont mobilisées pour ramener la rivière à la surface. Mais cela impliquerait de démolir plusieurs bâtiments en chemin, y compris le palais de Buckingham lui-même. Ils devront peut-être donc se contenter d'autres endroits pour taquiner le goujon. Le jardin de 16 hectares de Buckingham Palace a de nombreux usages. C'est le jardin londonien particulier du roi, et il joue également un rôle clé dans de nombreux galas royaux tout au long de l'année. Les plus célèbres de ces sauteries étaient les garden parties de la reine, qui pouvaient chacune accueillir jusqu'à 24 000 invités dans l'enceinte du jardin. Sa taille est si vaste qu'il pourrait contenir 29 terrains de football dans ses murs, avec encore un peu de place pour accueillir le thé de l'après-midi. On y trouve même un lac. Des chameaux, des crocodiles, des éléphants et bien d'autres curiosités du monde animal ont élu domicile sur les terres du château. Sous le règne du roi Henri VIII, les cerfs gambadaient à l'état sauvage dans le parc. Puis, des années plus tard, le roi Jacques y a introduit un zoo entier, auquel ses successeurs ont très volontiers contribué. La reine Charlotte a ainsi reçu un zèbre et 8 éléphants, et la reine Victoria s'y est amusée à monter Jumbo, le célèbre éléphant de cirque du maître de piste P.T. Barnum. Alors, combien cela coûterait-il de louer Buckingham Palace pour un mois ? Eh bien, nous parlons d'un montant raisonnable d'environ 17,5 millions d'euros. Cela signifie qu'il rapporterait environ 230 millions par an en loyer. Mettons ce chiffre en perspective. Pour 17,5 millions d'euros, tu pourrais acheter la montre la plus chère du monde, incrustée de 1200 diamants.
Ça fait donc une babiole à 3,5 millions d'euros pour toi et 3 de tes amis. Et il te resterait encore 3 millions d'euros pour aller chercher le pain. Si Buckingham Palace n'est pas à ton goût, peut-être qu'une autre résidence royale, le château Windsor, pourrait mieux te convenir. Le château s'étend sur plus de 54 000 mètres carrés et renferme près de 1000 ans d'histoire royale, remontant jusqu'aux Normands. Le château de Windsor serait le plus grand et le plus ancien château encore occupé du monde. Construit à l'origine par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, il a servi de demeure à 39 monarques depuis. Aujourd'hui, le roi Charles passe la plupart de ses week-ends loin de ses fonctions au château. Parmi ses points forts, il y a la pièce des Douves. On y trouve aujourd'hui une maquette de l'ancien château. Dans les appartements royaux, on peut voir des peintures créées par de nombreux artistes célèbres au mur. Et bien sûr, on trouve une impressionnante collection d'armes et d'armures dans le grand vestibule. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vestibule rien que pour mon armure. Alors, combien coûterait la location de cette merveille ? Le loyer mensuel te coûterait autant que d'acheter 40 maisons britanniques moyennes sans hypothèque, soit 13,6 millions d'euros. Pour le même montant, tu pourrais aussi acheter une île privée à 30 minutes des côtes de Manhattan. Alors, choisis judicieusement. Si ni l'un ni l'autre n'entre dans ton budget, que penserais-tu de Kensington Palace ? C'est la résidence actuelle du prince William et de Kate Middleton, dans le centre de Londres, tout près de Hyde Park. Il est pourvu de plusieurs ailes et garni d'appartements royaux où de nombreux membres de la famille royale ont élu domicile, dont la princesse Diana. L'appartement de Kate et William est loin de ce que tu imagines quand tu penses à un appartement ordinaire. C'est plus comme un manoir à l'intérieur d'un plus grand manoir. Une partie de celui-ci comprend même une tour ornée d'une horloge. En 1689, le roi Guillaume III et la reine Marie ont acquis ce manoir dans un village du nom de Kensington pour près de 20 000 livres, soit environ 5,3 millions d'euros d'aujourd'hui. À l'époque, on l'appelait Kensington House. Depuis, des générations d'aristocrates se sont succédés dans le palais. La reine Anne a œuvré à l'expansion de ses jardins et a également fait ériger l'orangerie, qui n'était qu'une serre au départ. Maintenant, elle fait office de restaurant ouvert au public. Quoique ne disposant que de 20 chambres, elle se rattrape avec ses 12 hectares de terrain. À l'intérieur, on trouve 2 halls d'accueil et de nombreux bureaux où les membres de la famille royale peuvent travailler. On y compte aussi 3 cuisines. Tu pourrais donc céder à 3 collations de minuit différentes et ne jamais visiter 2 fois le même frigo. De plus, les appartements royaux à l'intérieur possèdent leur propre salle de sport privative, ainsi qu'un ascenseur, ce qui est toujours utile puisqu'il s'étend sur 4 étages. Louer le palais de Kensington te coûterait environ 2 millions d'euros par mois. Avec 2 millions, tu pourrais t'offrir une Lamborghini haut de gamme qui a une puissance de 770 chevaux et peut atteindre les 100 km/h en seulement 3 secondes. Il te resterait cependant de la monnaie, car la Lamborghini ne coûte que 1,9 million. Tu pourrais donc aussi jeter quelques ondas dans ton panier tant que tu y es. Sandringham House était la très appréciée résidence secondaire de campagne de la reine Elisabeth II. Sandringham est un immense domaine que la famille royale utilise pour de nombreuses occasions, puisqu'il dispose de commodités allant de fermes fruitières à un musée complet. C'est surtout l'endroit où la monarchie anglaise aime passer ses vacances d'hiver. Il se trouve à Norfolk, en Angleterre, à environ 160 km au nord de Londres, et est construit sur 8000 hectares de terrain. Pour mettre cela en perspective, 1 hectare correspond à la surface de terre qui aurait pu être labourée en une journée par 2 ou 3 bœufs au Moyen-Âge. Donc, pour labourer la terre du domaine de Sandringham en un jour, il aurait fallu près de 20 000 personnes conduisant 20 000 bœufs. En 1862, la famille royale britannique a acquis ce domaine comme villégiature pour le prince de Galles, futur Édouard VII, et sa fiancée Alexandra de Danemark. Après cela, le domaine a été transmis à la reine Elisabeth II. Plus de 200 personnes y travaillent, dont des agriculteurs, des jardiniers et des ouvriers de la scierie et de l'usine de pressage de pommes. Combien coûterait un loyer mensuel dans cette immense demeure ? Environ le même prix que 53% arabe, soit 8,5 millions d'euros. Le château de Versailles, en France, était à l'origine un lieu de villégiature privée pour Louis XIII et sa famille. Sous la supervision de Louis XIV, la résidence royale a été agrandie et transformée pour devenir un palais tentaculaire, entouré de jardins majestueux. Chaque détail a été conçu à la gloire du roi Soleil et souligne son extravagance. André Le Nôtre y a créé des jardins à la française, agrémentés de bassins qui donnaient l'illusion d'une eau magiquement immobile, exprimant ainsi le pouvoir du roi sur la nature elle-même. Ce fut aussi un temps la résidence privée de Marie-Antoinette. De toutes ces pièces, la plus impressionnante est la Galerie des Glaces.
C'est une longue galerie bordée de 17 grands miroirs faisant face à 17 fenêtres pour refléter les jardins de l'extérieur. D'opulents lustres scintillent sur un plafond orné de fresques baroques et les murs sont construits en marbre blanc. Combien cela coûte-t-il de vivre comme Louis XIV pendant un mois ? Eh bien, certains espaces sont alloués pour le public. Le prix démarre à 2600 €. Et avec 2300 pièces au total, cela porterait la valeur locative de tout l'endroit à 179 millions d'euros par mois. Cela reviendrait à acheter 55 pianos à queue, sculptés dans du cristal pur, lesquels coûtent 3,2 millions chacun. Ok, mais savais-tu qu'il existe des châteaux que tu peux réellement louer ? Par exemple, il existe un château appelé Pitt's Castle en Irlande, qui a été construit il y a plus de 600 ans. Même s'il a conservé sa structure originale du XVe siècle, il a été rénové ces dernières années pour en faire une destination de rêve. Mais n'oublie pas qu'il s'agit d'un château ancien. Ce n'est donc pas vraiment le Ritz. Les escaliers sont étroits et aucune des chambres n'a été conçue pour accueillir l'eau courante. Cela signifie que si tu as besoin d'aller au cabinet à 3h du matin, il faudra y aller à pied et dans le froid. L'hôtel coûte 145 € la nuit et il est ouvert à tous ceux qui cherchent à s'offrir des vacances royalement extravagantes. Si ça excède ta fourchette de prix, tu es tout excusé. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer 53% tous les mois. 1887 était l'année dite du Jubilé d'or, lorsque la Grande-Bretagne a célébré le 50e anniversaire du règne de la reine Victoria. À cette occasion, des personnalités de haut rang de différentes régions de l'Empire se sont réunies au château de Windsor. La reine elle-même, qui s'intéresse depuis longtemps à ces territoires indiens, trouvait amusante l'idée d'avoir des serviteurs indiens à sa table. 2 hommes ont donc été recrutés pour être employés pendant 1 an en tant que serviteurs spéciaux de la reine. Abdul Karim était l'un d'entre eux. Plus tard, dans l'entrée de son journal intime, pour ce jour-là, elle a décrit de la façon suivante l'autre beaucoup plus jeune et beaucoup plus léger, grand et à un beau visage sérieux. À l'époque, la reine ne savait pas encore qu'elle avait déjà en quelque sorte fait connaissance avec Abdul. L'année précédente, elle avait visité l'exposition coloniale et indienne qui se tenait à South Kensington. Sa Majesté avait été impressionnée par le tissage de tapis indiens réalisé par des prisonniers de la prison d'Agra, venus à Londres sous la supervision du surintendant John Tyler. Abdul Karim travaillait dans cette même prison en tant que commis. Et c'est en fait lui qui, de retour en Inde, avait aidé Tyler à choisir les tapis et les tisserands pour la reine. Alors, quand elle a demandé à Tyler d'envoyer 2 véritables Indiens à la cour, il a choisi Abdul sans hésiter. Quoi qu'il en soit, peu après que la reine Victoria a remarqué Abdul pendant le petit déjeuner à Frogmore House, elle s'est prise d'affection pour lui. Elle a exigé qu'il suive un cours accéléré d'anglais afin qu'elle et lui puissent communiquer plus facilement. Abdul, de son côté, était aussi très utile à la reine. Il lui enseignait l'ourdou, la langue des nobles indiens qui était très utile pour les affaires politiques de la reine. Un jour, pour tenter de rapprocher la reine Victoria de la culture de ses lieutenants indiens, Abdul lui a préparé un curry de poulet avec du dal et du pillau. Victoria a tellement aimé que le plat a été ajouté au menu habituel de la reine. Dans l'une de ses lettres évoquant son affection pour Abdul, la reine a écrit « Je l'apprécie beaucoup, il est si bon, si doux et si compréhensif, et il est un vrai réconfort pour moi. » Elle était heureuse mais lui ne semblait pas l'être. Dans l'un de ses journaux intimes, il a écrit qu'il se sentait comme un étranger dans un pays étrange et parmi un peuple étrange. Il voulait absolument retourner en Inde, tandis que Victoria voulait absolument le faire rester. À un moment donné, la reine s'est rendue compte que pour Abdul, qui était employé de bureau à Agra, cela devait lui faire honte d'être un serviteur. Elle l'a donc promu en donnant à Abdul le titre spécial de Munshi, qui signifie professeur. Selon les historiens, les photos de lui en train de servir des tables ont été immédiatement détruites et il est devenu le premier commis personnel indien de la reine. Plus tard, elle l'a désigné comme son secrétaire indien et lui a donné les titres de compagnon de l'ordre le plus éminent de l'Empire indien et de compagnon de l'ordre victorien. Elle était prête à lui donner tous les droits possibles juste pour lui faire plaisir. Et lui d'ailleurs n'a pas manqué l'occasion de profiter de sa bonne volonté. Il avait le droit de se rendre en Inde quand il le voulait. Et lorsque la reine a remarqué que sa famille lui manquait beaucoup, elle a ordonné que des chambres spéciales soient aménagées pour les membres de sa famille chaque fois qu'il voulait lui rendre visite. Tu vois maintenant à quel point la reine s'était incroyablement attachée à son Munshi. Il l'accompagnait toujours partout où elle allait.
et a réussi à devenir encore plus proche d'elle que ses propres enfants. Elle a commandé un certain nombre de photos avec lui et il a également été rapporté qu'elle signait certaines de ses lettres pour lui avec la mention « ta mère aimante » ou « ton amie la plus proche ». Aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude s'il y a eu une relation romantique entre Victoria et Abdul. Le plus probable est que leur amitié était purement platonique, compte tenu du fait qu'elle avait plus de 40 ans de plus que lui. Mais certaines personnes de la cour royale surnommaient Abdul le John Brown indien. John Brown était l'ancien favori de la reine, qui est malheureusement décédé quelques années avant qu'elle ne rencontre Abdul. À propos, à un moment donné, la reine a installé Abdul dans la chambre la plus luxueuse du château, qui se trouvait également être occupée auparavant par le même John Brown. D'une manière ou d'une autre, l'admiration de la reine pour son munchie était évidente. C'est pourquoi, comme tu l'as probablement déjà deviné, tous les autres membres de la cour royale n'appréciaient pas autant Abdul. Bien que leur étroite amitié se soit épanouie, pratiquement personne n'était à l'aise avec sa promotion rapide, ni avec la façon dont il accompagnait en voyage, dont il était assis aux meilleures places lors des banquets, etc. Ils étaient sans doute jaloux, mais le plus probable est qu'ils se sentaient simplement supérieurs à l'Indien, qui après tout était d'origine modeste. Aucun des autres membres de la famille royale n'était prêt à accueillir Abdul parmi eux, même si la reine insistait pour qu'il le fasse. La cour anglaise essayait désespérément de convaincre la reine Victoria qu'Abdul n'était qu'un homme arrogant qui utilisait la reine pour son propre bénéfice. Mais elle refusait d'écouter tout commentaire négatif sur son comportement. Par exemple, il existe des documents indiquant qu'un jour, lorsqu'Abdul a fait venir certains de ses proches de l'Inde vers l'Angleterre, comme il le faisait de temps en temps, la broche de la reine a disparu et a été vendue à un bijoutier de Windsor. La cour a même accusé le beau-frère d'Abdul d'avoir volé le bijou. Mais Victoria a accepté l'explication d'Abdul. Son beau-frère avait trouvé la broche par hasard et il était soi-disant de coutume en Inde de garder tout ce que l'on trouve. Il s'est ensuite avéré qu'Abdul n'était pas si simple que cela. Il y a une histoire sur le prince de Galles, plus tard Édouard VII, qui a organisé un dîner pour la reine et a alloué un siège pour Abdul avec les domestiques. Abdul, qui s'était déjà habitué à sa position, s'est senti insulté et s'est retiré dans sa chambre. Une situation similaire s'est produite lorsque Abdul a refusé d'assister au mariage de la petite fille de Victoria, la princesse Victoria Melita de Saxe-Cobourg et Gotha, parce qu'on lui avait de nouveau attribué un siège dans la galerie avec les domestiques. Dans les deux cas, la reine a pris le parti de Munshi, déclarant qu'il aurait dû être assis auprès de la famille. La tension entre la cour anglaise et le Munshi n'a fait qu'empirer au fil des années. La reine vieillissante savait qu'après son départ, Abdul pourrait difficilement rester dans la demeure royale et elle a donc décidé d'assurer son avenir. Elle a influencé les bonnes personnes en Inde pour lui obtenir une concession de terre dans la banlieue d'Agra. C'était très difficile à faire. Elle a aussi pris soin de lui assurer une petite fortune, ce qui a fait de lui un homme riche. En plus de cela, elle a réussi à obtenir une belle pension pour le père d'Abdul en Inde et une promotion pour son ancien employeur, John Tyler. La reine Victoria est décédée en 1901. Sachant que sa mère l'aurait souhaité, le nouveau roi Édouard VII a permis à Abdul d'accompagner la reine qu'il avait tant servi lors de son dernier voyage. Il a été la dernière personne à la voir dans son cercueil. Immédiatement après, le roi a confisqué et brûlé toutes les correspondances entre sa mère et Abdul. Il a également ordonné le retour en Inde de Munshi et de tous les autres serviteurs indiens, effaçant délibérément cet homme de l'histoire de la cour royale pour garder sa réputation propre. Abdul est retourné en Inde et a vécu une vie paisible sur le domaine que la reine lui avait offert. Il est décédé à l'âge de 46 ans, sans laisser d'enfant derrière lui. Heureusement, ses neveux ont réussi à trouver et à conserver son journal intime, ainsi que quelques lettres et photographies. Son nom a été totalement oublié pendant un siècle, jusqu'à ce que la journaliste britannique Shrabani Basu tombe accidentellement sur sa photo. Il lui a fallu 5 ans pour percer le secret de sa vie. Et ce n'est qu'en 2010 que l'histoire d'Abdul Karim, un Indien qui avait autrefois été le plus proche confident de la reine, a été révélée au public. Un plan élaboré expliquant ce qui se passera lorsque l'actuelle reine d'Angleterre, Élisabeth II, décédera, a fuité. Le plan top secret a été conçu dans les années 1960, mais n'a jamais été publié ou annoncé de manière aussi détaillée jusqu'à aujourd'hui.
L'opération London Bridge fournit un plan étape par étape de ce qui se passera au Royaume-Uni dans les 10 jours suivant son décès. Mais avant de continuer, ne t'inquiète pas, la monarque âgée de 95 ans est toujours en excellente santé. Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur ce qui allait se passer. Certains ont dit qu'il y aurait des semaines de congé, d'autres que les dirigeants du monde recevraient un appel téléphonique sur leur numéro d'urgence disant que le pont de Londres est tombé. Mais voici ce qui va réellement se passer. Jour 1. Le jour du décès de la reine sera connu sous le nom de D-Day. Dans les premières heures suivant le décès de la reine, toute une série d'appels seront passés aux plus hauts responsables du gouvernement britannique pour les informer de la nouvelle. Cela inclut le Premier ministre britannique ainsi que le secrétaire du cabinet. Ce dernier est en quelque sorte l'acolyte du Premier ministre. Les appelants ont un script très strict qui devra être suivi à la lettre, sans aucun changement. Le Premier ministre sera appelé personnellement par le secrétaire privé de la reine. Les ministres et les hauts fonctionnaires recevront également un courriel du secrétaire du cabinet. Un fonctionnaire signifie simplement quelqu'un qui travaille au Parlement. Ce n'est qu'ensuite qu'une notification officielle sera envoyée au public pour l'informer de la nouvelle. Cela viendra probablement de l'association de la presse et des principaux diffuseurs britanniques, et c'est ainsi que nous l'apprendrons tous. Après cela, les drapeaux de Whitehall, où se trouvent les chambres du Parlement, seront mis en berne en signe de respect. L'objectif est de mettre les drapeaux en berne dans les 10 minutes qui suivent la nouvelle. Les médias sociaux seront également affectés. Le site web de la famille royale affichera une page noire avec une courte déclaration confirmant la nouvelle du décès de la reine. Et le site web du gouvernement britannique ainsi que toutes les pages de médias sociaux du gouvernement auront une bannière noire en haut. Tout contenu qui n'est pas considéré comme urgent ne devra pas non plus être publié sur ces pages et tous les retweets seront interdits. La famille royale annoncera également les plans pour les funérailles de la reine, qui auront lieu 10 jours après son décès. Le Premier ministre fera aussi une déclaration au public britannique et il sera d'ailleurs la première personne du gouvernement à faire une déclaration officielle. La déclaration sera diffusée en direct à la télévision depuis Downing Street. Aucun autre membre du gouvernement ne sera autorisé à dire quoi que ce soit avant que le Premier ministre n'ait parlé. Un silence national sera annoncé. Puis le Premier ministre rencontrera le nouveau roi. Il s'agira du fils de la reine, Charles, et à 18h, il délivrera un message au monde entier. Un service commémoratif au cœur de Londres, à la cathédrale Saint-Paul, aura lieu à peu près au même moment. Le plan indique également que tout cela doit sembler spontané et non planifié. Et c'est tout pour le premier jour. Le deuxième jour, le roi Charles sera proclamé nouveau souverain, ce qui est juste un autre mot pour désigner l'homme détenant le pouvoir. Et cela se passera à 10h au St. James Palace. De nombreux hauts fonctionnaires seront invités à y assister et ils devront porter des tenues très formelles, notamment des cravates noires ou sombres. Ils ne pourront pas non plus avoir de décoration sur leur tenue. Toutes les activités parlementaires seront ensuite suspendues le lendemain et seuls les députés rendront leur hommage à la Chambre des communes. Le troisième jour, le cercueil de la reine retournera à Buckingham Palace. Elle a tout un tas de propriétés différentes et il y a un protocole en place pour ce qui se passera si elle doit mourir dans chacune d'elles. Si sa mort se produit à Sandringham, le cercueil voyagera en train royal officiel jusqu'à la gare de Saint-Pancras à Londres. Si elle décède à Balmoral en Écosse, l'opération Unicorn sera activée et ils essaieront de la faire voyager dans le train royal pour Londres également. Si ce n'est pas possible, l'opération Overstudy sera lancée et elle voyagera en avion. Le quatrième jour, dans l'après-midi, le nouveau roi entreprendra une tournée du Royaume-Uni. Il commencera par l'Écosse avec une visite aux dirigeants de la nation, puis il y aura une messe dans la grande cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg. Le jour suivant, Charles arrivera en Irlande du Nord. Il visitera le château de Hillsborough et la cathédrale Sainte-Anne à Belfast. Une répétition de l'opération Lion aura également lieu ce jour-là. C'est ainsi qu'ils appellent le plan pour transporter le cercueil de la reine du palais de Buckingham au palais de Westminster. Le sixième jour, ce trajet aura réellement lieu. Il y aura un immense cortège du palais de Buckingham au palais de Westminster qui empruntera un itinéraire cérémonial à travers Londres. Du 7e au 10e jour, la reine reposera au palais de Westminster pendant 3 jours. Cela s'appellera l'opération Father. Son cercueil reposera sur une estrade surélevée et sera ouvert au public pendant 23 heures chaque jour. Des billets seront envoyés aux VIP pour qu'ils puissent visiter son cercueil et lui rendre hommage.
Le 8e jour, Charles se rendra dans la dernière nation constitutive de sa tournée du Royaume-Uni, le pays de Galles. Pendant les jours 7 à 10, les hauts fonctionnaires seront accaparés par la préparation des funérailles de la reine. Le ministère des Affaires étrangères planifiera la façon dont il va surmonter tous les défis auxquels il est confronté avec non seulement les touristes, mais aussi les arrivées des chefs d'État du monde entier. C'est une question très sérieuse, surtout si la reine décède alors que la pandémie est toujours en cours. Londres sera envahi de gens. Le ministère des Transports a déjà soulevé un tas d'inquiétudes sur la façon dont il va devoir faire face à autant de personnes qui se déplacent dans la ville. Il va certainement y avoir d'énormes retards. Les équipes officielles se préparent à une crise en avertissant que l'afflux de personnes en deuil venues du monde entier pourrait également causer des problèmes d'accessibilité à la nourriture, de maintien de l'ordre et que même les services de base pourraient être poussés à bout. Une évaluation officielle de la situation prévient même que Londres pourrait littéralement être surchargée pour la toute première fois. On s'attend à ce que les rues soient bondées et que les hôtels et chambres d'hôtes soient tous pleins. Ils font de leur mieux pour essayer de trouver une solution, mais à l'heure actuelle, les choses semblent délicates. Puis nous arrivons au dernier jour de l'opération London Bridge, soit le jour des funérailles nationales de la reine. Le Premier ministre et la reine elle-même ont décidé que ce jour serait un jour de deuil national. Cela signifie que ce jour sera férié au Royaume-Uni et que les gens ne seront pas obligés d'aller travailler tant que leur hiérarchie le permet. Il n'est pas obligatoire de donner ce jour de congé aux gens. Et si le jour tombe sur un week-end ou un jour férié déjà existant, un jour de congé supplémentaire ne sera pas accordé. Cela pose encore plus de problèmes pour tous les services qui seront déjà à leur point de rupture. Les funérailles nationales proprement dites auront lieu à l'abbaye de Westminster, célèbre dans le monde entier. C'est là que le prince William a épousé Kate Middleton et l'abbaye a été le théâtre de 16 mariages royaux au total. C'est aussi là que le couronnement de chaque monarque britannique a eu lieu depuis 1066. Le jour des funérailles, il y aura 2 minutes de silence dans tout le Royaume-Uni. Tous les travailleurs et toutes les opérations s'arrêteront pendant 2 minutes afin de présenter leur respect. D'immenses processions auront lieu à Londres et à Windsor. La journée se terminera par un service à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. La reine sera finalement enterrée dans le mémorial du roi George VI du château. Elle sera enterrée à côté de son époux, le prince Philippe. L'opération Springtide, qui est le plan très secret de l'accession au trône du prince Charles, a également été divulguée, mais pas avec autant de détails. Elle ne mentionne rien sur son couronnement qui devrait avoir lieu des mois plus tard, sachant que sa mère, la reine, a été couronnée 16 mois après le décès du roi George VI. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Charles pourrait choisir de s'appeler le roi George VII, utilisant son deuxième prénom en hommage à son grand-père. Mais aucune décision officielle n'a encore été prise à ce sujet. Selon le protocole, la reine doit toujours avoir un chauffeur. Cependant, elle est tellement passionnée par la conduite qu'elle se met au volant chaque fois que cela lui est possible. La reine d'Angleterre conduit depuis qu'elle a 19 ans et elle n'a toujours pas besoin de permis ni de plaque d'immatriculation sur sa voiture. Elle est ainsi exemptée des obligations légales qui régissent la conduite. Cela doit être bien agréable. Pourtant, tous les permis de conduire du pays sont délivrés à son nom. Pareil pour son passeport, elle n'en a pas besoin non plus. Ceux qui n'entendent jamais leur réveil le matin aimeraient peut-être bien être la reine d'Angleterre. Elle n'a pas besoin de réveil. À sa place, un joueur de cornemuse vient jouer devant sa fenêtre pendant environ 15 minutes. Se réveiller au son de la cornemuse? Je n'ai jamais essayé. La reine est une lève-tôt. Elle se réveille à 7h30 tous les jours. Elle aime rester au lit pendant quelques minutes pour écouter la BBC. J'imagine que c'est après le concert de cornemuse. Elle se couche à 23h et dort environ 8 heures chaque nuit. Comme j'aimerais dormir autant. Prendre un bain est l'une des choses les plus relaxantes qui soit. La reine possède même une baignoire dans son train royal. Si tu étais la reine, tu ne prendrais jamais ton petit déjeuner dans la cuisine. Tu irais plutôt dans la salle à manger. Et en ce qui concerne la cuisine, il s'avère que celle du palais de Buckingham ne diffère pas tellement d'une cuisine ordinaire. Comme partout ailleurs, on trouve des Tupperware dans le palais. La reine ne mange pas des mets délicats tous les jours, comme on pourrait l'imaginer. Des œufs brouillés et une tasse de thé lui conviennent parfaitement. Au fait, le thé Earl Grey est celui que la reine préfère. La reine aime bien agrémenter ses plats d'un peu de saumon, mais pas son thé. Quant au moment de Noël, ce sont les truffes qui font son bonheur. Pendant le petit déjeuner, la reine aime lire les journaux. Le gros titre du jour est « Les 300 Britanniques les plus riches ».
Mais le nom de la reine ne figure pas dans la liste. Pourtant, elle dispose de son propre distributeur automatique chez elle. Le palais de Buckingham est vaste, mais la reine n'utilise généralement que 6 pièces. Une chambre, un salon privé, une salle de bain et un dressing. Il y a aussi 2 pièces un peu particulières. L'Audience Room, une salle de réunion individuelle destinée aux visites durant la semaine de travail de la souveraine, et l'Empire Room, qui est essentiellement une salle d'attente. En cas de célébration, la reine doit changer de tenue 5 fois dans la même journée. Pour ce qui est des chaussures, une assistante qui fait la même pointure que la reine est toujours à sa disposition. Elle porte ses chaussures quand elles sont neuves afin qu'elles ne lui fassent pas mal aux pieds. Il est important d'éviter les ampoules. Une chose que la reine fait toujours toute seule, c'est se maquiller. Elle n'engage une maquilleuse qu'une fois par an pour son discours de Noël. Le sac à main d'une souveraine ne sert pas seulement à ranger ses affaires personnelles, c'est l'objet avec lequel elle transmet des signaux. Si elle veut partir dans les 5 minutes, elle le pose sur la table. Si elle n'apprécie pas la conversation en cours, elle le pose par terre. Et son personnel est là pour la secourir. L'oisiveté n'est absolument pas un trait de caractère royal. La reine reçoit beaucoup de courriers et elle répond à chaque lettre. L'une de ses responsabilités est d'envoyer des lettres aux couples qui fêtent leurs noces de diamant. Et la reine a déjà envoyé plus de 540 000 télégrammes. Chaque jour, elle reçoit environ 200 à 300 lettres. Bien sûr, son personnel est là pour l'aider, mais quand même, ça fait plus d'un demi-million de lettres au bout du compte. Quiconque veut envoyer un courrier de fan à Sa Majesté peut le faire en envoyant une lettre au palais de Buckingham à Londres. N'oublie pas de commencer par Madame et de finir par « J'ai l'honneur d'être, Madame, l'humble et obéissant serviteur de votre Majesté ». Eh oui, la correspondance n'est pas le seul devoir de la reine. Elle doit aussi rencontrer le Premier ministre, très souvent d'ailleurs. Le jour du Premier ministre est le mercredi. Elle doit aussi donner son assentiment royal pour que les nouvelles lois proposées puissent prendre effet. Certes, les lois sont principalement du ressort du Parlement, mais ses membres travaillent toujours avec la reine. Elle a souvent des réunions le matin et parfois elle assiste à différentes remises de prix. Si elle a un engagement ou une réunion importante, son secrétaire lui apporte les dossiers des personnes qu'elle doit rencontrer. La reine reçoit un grand nombre de cadeaux. Ils sont tous inscrits sur une liste que la maison royale publie chaque année. Et ils sont de toutes sortes. Des coquelicots brodés aux voitures flambant neuves. La plupart lui sont généralement offerts à l'occasion de son anniversaire. En plus des cadeaux, la reine peut profiter de ses 2 anniversaires. C'est une très vieille tradition qui a commencé au XVIIIe siècle. Le premier est le jour de sa naissance, le 21 avril. Le second est la cérémonie officielle qui a lieu le 2e samedi de juin. Le temps est souvent un peu plus clément en juin et Sa Majesté peut fêter son anniversaire sans problème. En plus de ses fonctions officielles, la reine est très impliquée dans les œuvres de charité. La famille royale soutient environ 2500 organisations caritatives au Royaume-Uni et environ 3000 organisations de même type à travers le monde. Voyager est une autre chose que la reine fait beaucoup. Elle a visité plus de 120 pays jusqu'à présent. Le déjeuner de la reine peut être assez copieux, comprenant jusqu'à 4 plats, mais les portions sont relativement petites. La reine adore le gibier et une chose importante, les glucides ne font pas partie de son régime. Si tu as l'occasion de déjeuner au palais de Buckingham, on ne te servira jamais de pommes de terre en accompagnement. Elles sont absolument proscrites au palais, tout comme les pâtes et le riz. Tous les employés de cuisine savent que le régime alimentaire de la famille royale comporte une énorme liste de restrictions afin d'éviter tout risque d'empoisonnement. Il est interdit de boire de l'eau du robinet lors des voyages. Ils évitent également tous les aliments exotiques ou épicés, ainsi que les repas à base de viande crue ou insuffisamment cuite, comme le tartare. Lorsque la reine n'a pas trop faim, elle aime bien les sandwichs au thon et à la mayonnaise. Ouh, ça a l'air bon! Ils sont assez faciles à préparer, alors voici la recette royale. On beurre le pain, on coupe un concombre, les tranches doivent être très fines. On y ajoute une pincée de poivre, du thon, un peu de mayonnaise sur le dessus, et voilà. La reine est soucieuse de ce qu'elle mange et sa nourriture quotidienne doit être riche en protéines. Selon une rumeur, la reine aime certaines séries Netflix, surtout celle qui a été inspirée par sa propre vie. Il y a une chose qui n'a jamais changé chez la reine depuis 1989, c'est son vernis à ongles. Elle s'en tient au même rose pâle depuis plus de 30 ans. À l'époque, le coiffeur de la reine avait écrit une lettre à une célèbre marque de vernis à ongles pour demander un flacon de vernis de couleur neutre. Et elle n'en a jamais changé depuis. 17h, l'heure du thé et peut-être un dessert. La reine prend toujours des parts raisonnables de son gâteau au chocolat préféré.
La recette, vieille de plus de 100 ans, a été préparée pour la première fois pour la reine Victoria et elle demeure toujours la même. Le personnel royal prépare le thé de manière extrêmement précise. La perfection, c'est une cuillère à café de feuilles par tasse. La température de l'eau doit être de 70 degrés Celsius pour le thé vert et 100 degrés Celsius pour les thés Earl Grey ou English Breakfast. On ajoute toujours le lait en dernier. La reine doit toujours être invitée à dîner de manière élégante. Souviens-toi de cela pour ta prochaine invitation. Les personnes qui ont l'honneur de lui parler doivent connaître des formules de politesse particulières. L'improvisation et le langage décontracté ne sont pas appréciés. Un employé peut être renvoyé s'il dit « Votre dîner est sur la table ». Au lieu de cela, il convient de dire quelque chose comme « Votre Majesté, le dîner est servi ». L'amour de la reine Elisabeth pour les corgis est célèbre dans le monde entier. Il n'est donc pas étonnant que tous ces chiens reçoivent des repas spécialement préparés par un chef cuisinier. L'ancien chef du palais de Buckingham, Darren McGrady, a déclaré dans une interview que les corgis royaux ne mangeaient que des aliments frais et avaient leur propre menu, qui comprend du lapin, du foie, du chou et du riz. Miam! Les chiens ne sont pas les seuls animaux domestiques qui soient traités comme des rois au palais de Buckingham. Les chevaux ont aussi leurs privilèges. Parfois, Sa Majesté les nourrit elle-même. Par conséquent, toutes les carottes ne conviennent pas à cet usage. Celles-ci doivent être parfaitement préparées, de la taille d'un doigt et préalablement épluchées. Récemment, le palais a engagé un agent d'entretien des vases historiques et tableaux irremplaçables de la reine au palais de Holyrood House à Édimbourg. Le candidat aurait à travailler 20 heures par semaine pour un salaire d'environ 10 000 € par an. Aucune expérience préalable n'était nécessaire. La qualité la plus importante pour un membre du personnel royal est de savoir bien garder les secrets. Au cours de leur journée au service de la maison royale, les membres du personnel peuvent parfois être témoins de conversations confidentielles, dont les médias sont extrêmement friands. Certains anciens employés ont même écrit des livres sur leur travail au palais. Par conséquent, aujourd'hui, tous les nouveaux employés royaux sont obligés de signer un contrat de confidentialité. Ainsi, ce qui se passe à Windsor reste toujours à Windsor. Eh bien oui, il s'avère qu'il y a une véritable raison pour laquelle la reine porte des couleurs vives plutôt que des tons neutres. Elle le fait pour être visible. De toutes les couleurs, la plus utilisée par la reine est le bleu, qui apparaît dans au moins 29% de ses engagements, suivi des notes florales qui représentent 13%, tandis que le vert et la couleur crème sont à égalité en 3e position avec 11% chacune. La reine a un sens très particulier du style. Elle adore les chapeaux, ses sacs à main noirs à poignée supérieure sont généralement assortis à ses chaussures de ville et elle porte souvent des gants pour ses différents événements. De temps à autre, elle choisira un ensemble sombre pour une occasion particulière ou une veste verte olive pour une promenade à cheval dans le parc du château de Windsor. Sophie, la comtesse de Wessex, explique le penchant de sa belle-mère pour les teintes arc-en-ciel. Elle doit se démarquer pour que les gens puissent dire qu'ils ont vu la reine. Il ne faut pas oublier que lorsqu'elle se présente quelque part, certains veulent pouvoir dire qu'ils ont vu un bout du chapeau de la reine lorsqu'elle est passée. C'est quelque chose que sa petite belle-fille Kate, la duchesse de Cambridge, a déjà commencé à imiter. Lors de la tournée royale au Canada en 2016 par exemple, Kate a été repérée portant du rouge vif à plusieurs reprises, encore une fois pour permettre à la foule de bien la voir. Les choix de mode des membres de la famille royale peuvent avoir un grand impact social, puisque les vêtements qu'ils portent se vendent souvent rapidement. La reine porte toujours son petit sac à main noir. Elle est connue pour utiliser l'emplacement de son sac pour envoyer des signaux au personnel, par exemple lorsqu'elle souhaite mettre fin à une conversation avec quelqu'un. Sa Majesté déplace son sac à main d'une main à l'autre pour indiquer qu'elle est prête à arrêter de parler à la personne. Elle le pose sur la table lorsqu'elle souhaite quitter un événement. La reine ne voyage plus autant qu'avant, mais elle accueille toujours des invités de marque du monde entier. Ses vêtements contiennent souvent des ajouts subtils liés au pays de l'invité, en signe de respect. Pour une tournée au Canada en 2010, les couturiers ont conçu une robe ornée de feuilles d'érable en cristal et une veste avec des revers présentant un motif conçu par un chef indigène. Lors d'un voyage à Abu Dhabi, ils ont ajouté des perles à un manteau pour refléter les murs de la mosquée qu'elle devait visiter quand elle le porterait. La reine est souvent vue avec une paire de gants, non seulement parce qu'elle aime le style, mais aussi pour se protéger. Lors d'événements publics, elle salue les gens et serre de nombreuses mains. Les gants la protègent donc de l'exposition aux germes. La duchesse Kate Middleton a porté différentes couleurs vives lors d'appels virtuels tout au long de l'année 2020, ce qui, selon certains, est sa façon de montrer son soutien au National Health Service du Royaume-Uni.
Depuis le début de l'année 2020, l'arc-en-ciel est utilisé pour symboliser la solidarité envers les travailleurs de la santé en première ligne. Lorsque la princesse Elisabeth a épousé le prince Philippe en 1947, sa robe de mariée a été conçue pour être un symbole de la nation. Comme la Grande-Bretagne était alors encore en plein rationnement de nourriture et de vêtements, l'intention était d'envoyer un message de renouveau national. Au lieu de montrer des tissus luxueux, le couturier royal Norman Hartnell a privilégié une robe ornée de guirlandes de fleurs printanières qui aurait été inspirée par le tableau de Botticelli, Allégorie du printemps. La reine est célèbre pour ses chapeaux aux couleurs vives et audacieuses, qu'elle porte souvent lors de ses engagements officiels. L'étiquette du code vestimentaire stipule en effet que les femmes portent des chapeaux pour les événements formels. Jusque dans les années 1950, il était très rare de voir les femmes sans chapeau, car il n'était pas considéré comme approprié pour elles de montrer leurs cheveux en public. Mais tout cela a changé et les chapeaux sont désormais réservés à des occasions plus formelles. En tant que monarque, régnant depuis le plus longtemps en Grande-Bretagne, la reine est extrêmement admirée. Son image symbolise la tradition et la paix pour le peuple britannique. Des couleurs vives comme le jaune, le rouge pourpre profond, le vert soyeux et le bleu majestueux rendent sa garde-robe si distincte. Des livres entiers sont consacrés à la description de chaque tenue. Le goût de la monarque pour des palettes de couleurs vives est un signe de respect pour ceux qui prennent le temps de venir la voir en personne. Au cours de ses 60 ans de règne, la reine a réuni de nombreux collaborateurs, mais peu d'entre eux se sont vus confier la tâche de tailleur royal. Les créateurs britanniques ont tous contribué à développer son style, en évitant les tendances qui peuvent rapidement se démoder. Lorsqu'elle porte une tenue sombre, sa tenue est accompagnée d'un collier de perles à 3 rangs et d'une broche ancienne étincelante sertie d'or ou d'argent. Elle porte généralement son sac à main dans le creux de son coude. En 2016, lorsque le couple présidentiel américain est arrivé au château de Windsor pour rencontrer Sa Majesté pour la 3e fois, la reine portait une écharpe en soie attachée sous le menton. Un trait caractéristique de ses tenues plus décontractées. Toujours stratégique, le style de la reine montre qui est le peuple britannique tout en offrant une poignée de main ferme aux dirigeants des autres pays. En 2011, Sa Majesté a visité la République d'Irlande. Elle était le premier monarque britannique à entrer dans le pays depuis un siècle. Elle est arrivée à Dublin vêtue d'un manteau vert et d'un chapeau assorti, la couleur nationale de l'Irlande. Plus tard, au cours de la visite, elle a porté une robe blanche en soie, décorée de plus de 2000 trèfles cousus à la main, et d'une broche en forme de harpe irlandaise. Certes, la reine Elisabeth a beaucoup de tenues et de chapeaux impressionnants, mais as-tu déjà remarqué ses chaussures ? Les souliers de la reine sont évidemment aussi soigneusement confectionnés et entretenus qu'on peut l'imaginer. Mais les chaussures de travail de la reine sont quelque chose qu'elle porte depuis plus d'un demi-siècle. Chacune des paires de chaussures de la reine est fabriquée par une équipe dévouée comprenant un coupeur de patron, une personne chargée de sélectionner le cuir, une autre qui coud la partie supérieure de la chaussure et la rigidifie, et un confectionneur qui termine le tout par une semelle et un talon. Ces chaussures sont fabriquées à partir du meilleur cuir de veau. Et avant que celles-ci puissent être portées correctement, un essayage final aura lieu à Buckingham Palace. On dit que la reine en garde 10 paires en permanence, dont du cuir noir uni, entre autres. Elles sont toutes teintes à la main et imperméables. Pas de basket ici. La reine compte sur ses chaussures pour ne pas glisser et tomber facilement. Lorsqu'elle était jeune femme, elle portait souvent des chaussures avec un talon plus fin et plus haut, mais depuis plus de 50 ans, le même style de talon bas lui permet d'avoir une démarche sûre et agile. La reine semble avoir une réserve inépuisable de manteaux, de chapeaux et de robes dont on parle beaucoup lorsqu'elle fait une apparition publique. Comme tout le monde, elle se lasse un jour ou l'autre de certains articles de sa garde-robe. Les vêtements de la reine sont une source constante de commentaires dans les médias et elle peut porter une tenue favorite pendant des années. Lorsqu'elle finit par s'en lasser, elle la remet à l'un de ses habilleurs qui peut soit la porter, soit la vendre. Malheureusement, personne ne sait si un article a appartenu à la reine. Toutes les étiquettes doivent être retirées et tout ce qui pourrait permettre d'identifier que l'objet provient de la royauté est détruit. Comme les articles sont vendus, des vêtements royaux ont déjà été mis en vente au grand public. Mais personne ne s'en doutait. De nombreux vêtements de la reine sont conçus et fabriqués au palais par Angela Kelly et son équipe. Kelly fait des croquis d'au moins 4 motifs différents pour une pièce de tissu particulière, parmi lesquels la reine peut choisir. Après les entretiens avec la reine et l'habilleuse, Kelly produit un dessin technique à partir duquel le motif est découpé. Tout est taillé et façonné pour correspondre à un mannequin fabriqué à la taille de la reine. Des détails qui sont gardés top secret. Le prototype est ensuite réalisé à partir d'un coton brut, ce qui permet d'affiner le dessin avant la découpe du tissu final.
Les séances d'essayage durent généralement une demi-journée. 4 ou 5 tenues sont ajustées à chaque séance afin d'optimiser le temps. Jusqu'à 12 personnes travaillent au service de la garde-robe de la reine pour les grandes occasions, dont 3 couturiers, un modiste et 4 habilleurs. Leur travail consiste à aider la reine à s'habiller et à conserver ses vêtements en parfait état. Oui, il est bon d'être la reine.